Je vais revenir sur ce que Doyen Guy Mafimba a dit tout à l'heure quand il a parlé du fait que pour un hôpital, il faut d'abord voir les murs. Qui pourvoit aux murs? C'est le gouvernement qui met les murs en place. Et les murs, il y en a. Qui pourvoit au plateau technique? C'est le gouvernement. Les plateaux techniques, il y en a. Là où on se retrouve avec une véritable problématique, c'est au niveau du personnel et également au niveau de la déontologie. Et je suis d'accord avec vous. Il faut les murs, les plateaux techniques, et ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est à cela que le gouvernement s'y est attelé en mettant les murs et les plateaux techniques. Mais cependant, on a précisé un seul hôpital qui a un plateau technique. On a précisé, vous avez pris l'exemple, celui de Congo, par exemple. Mais également celui de Patrangoe à Pont-Noirmont. On va dire, vous avez parlé de 80% justement des jeunes qui seraient partis à Cuba et qui ne sont pas ainsi embauchés ou encore à la fonction publique. Mais là, c'est quelque chose d'assez important. Combien de jeunes d'entre eux veulent aller travailler à Sibiti? Puisqu'il y a des choses qui ont été mises en place. Tout le monde veut Brazzaville ou Pointe-Noire. Eh bien, ce n'est pas possible. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de décryptage de l'interview du Premier ministre Anatole Koliné Makosso de la République du Congo sur notre antenne de Global Africa Télé Sud, animée donc par Khalid Bey. Et pour en parler, ce soir, nous sommes en compagnie de Ben Luther, docteur en droit public. Bonsoir. Bonsoir madame. Nous sommes également avec Guy Mafimba, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec Lucien Pambou, professeur économiste et éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Dali. Et également un nouveau membre donc, de cette bande, Égidel Oko, travailleur social. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après cette interview qui s'est élargie sur plusieurs thèmes, la santé, les 20 mesures et bien d'autres, d'après vous, pour commencer cette émission, le Premier ministre est-il parvenu tout de même à convaincre donc les Congolais qui nous ont suivis et bien d'autres? Qu'avez-vous pensé tout de même de cette prise de parole, Guy Mafimba? Je crois que c'est fin 2025, nous étions ici sur ce même plateau pour déjà essayer de faire le bilan de M. Koliné Makosso à la tête du gouvernement congolais. Et c'était déjà à l'époque un catalogue de vœux. Et là, j'ai comme eu l'impression, j'ai même une conviction que c'était une liturgie. Et ouais, il était un moment sur... en fait, ça reflétait les 39 pages de son allocution devant le Parlement. Et sur les 39 pages, voyez-vous, M. Koliné Makosso est resté sur 6 pages où il faisait l'homélie de Denis Sassou Nguesso et de son épouse. Après, il est rentré dans les questions du cadrage macroéconomique et autres, et puis il est revenu sur le quotidien des Congolais. En résumé, pour répondre d'emblée à votre question, les Congolais n'ont pas été convaincus parce que lorsque je vois les réactions des Congolais au terme d'audience, c'est pas ça. Mais malheureusement, pour le Congo, les Congolais n'y croient plus. N'y croient plus. Monsieur Oko, en tant que travailleur social et tout de même congolais, qu'avez-vous pensé donc de cette prise de parole? Alors, moi, ce que j'ai pensé de cette prise de parole, c'est un plaisir que de voir le Premier ministre venir nous étaler un certain nombre de choses qui sont déjà précursées par rapport à ce quinquennat à venir. Quand il a parlé justement de la vision 2063 de la République du Congo, qui est un projet en réalité qui concerne le continent en soi, quand il a parlé justement de la valorisation de l'humain en ce qui concerne la santé, l'éducation et autres, moi, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui qui augure quelque chose de bon, et tout en sachant que les choses sont déjà amorcées. Et j'ai été très convaincu du discours du Premier ministre. Monsieur Pambou, est-ce que vous partagez aussi tout de même donc l'analyse de Guy Mafimba en tant que liturgie? Est-ce que vous avez une autre lecture, une autre vision? A-t-il été convaincant? Alors, j'ai une lecture un peu en déport par rapport à mon ami Guy, à savoir que les sociologues et économistes allemands utilisent 2 concepts pour analyser les faits politiques. Ce qu'ils appellent, eux, le Verstanden, c'est-à-dire la compréhension, et Erklärung, c'est-à-dire l'explication. Quand je regarde le côté, effectivement, compréhension,
Le Premier ministre, en fait, a tout bon, a tout juste dans son énoncé, dans l'énoncé, en fait, des grands thèmes qui vont jalonner 2026 jusqu'à 2031. Enfin, on va dire, pour être beaucoup plus précis, 2027-2031, le nouveau programme national de développement. Bien. Le Premier ministre, en effet, est dans son rôle. Il est dans son rôle et il n'a pas beaucoup d'autonomie, si ce n'est que l'autonomie que lui octroie le président de la République, même s'il s'en défend en disant que l'article 99 fait qu'avec le président de la République, il détermine ensemble la politique économique et sociale, ce qui est complètement vrai dans les textes, mais faux dans la réalité. Bien, une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce que l'on peut dire, en fait, par rapport à ce que Monsieur le Premier ministre a énoncé? Il a en fait simplement redéroulé, en fait, le programme de 2020, 2022, 2026. Bien, donc il n'y a pas de nouveauté. Or, dans une démocratie, on attend que les 100 premiers jours, on n'y est pas encore, on doit être au 90e jour, okay, on attend en fait des éléments probants, remarquables. Rien de tout ça. Bien, ça c'est ce que j'appellerais l'ambition au niveau de la présentation. Très très bien, elle s'est bien faite. Maintenant, au niveau de l'explication, on reviendra plus tard dans le débat. Au niveau de l'explication, je veux dire que l'explication est à moitié. Par exemple, sur la dette, la gestion de la dette. Par exemple, sur les différents contrats concernant l'eau, l'électricité. Il y a plusieurs types de contrats, de concessions, d'affermage, etc. Les choses n'ont pas été dites jusqu'au bout. Et puis, je terminerai en disant, tout ce que nous disons ici, je donne satisfecit, mais au niveau de l'explication, il y a des choses à voir. C'est ce que vont, c'est le ressenti des Congolais. Le ressenti des Congolais, c'est-à-dire que, comment ils vont juger cela? Et juger cela, c'est quoi? C'est au niveau des emplois, c'est au niveau de tout ça. Et je termine. Cette confusion au niveau de l'explication est liée au fait que, depuis la fin de la conférence nationale, le Congo a changé de doctrine, de paradigme économique. On est dans un modèle libéral, sauf que les hommes politiques ne veulent pas le dire. Et donc, du coup, ça crée effectivement des situations, je dirais, d'embouteillage dans la compréhension, dans le rapport à l'État. Par exemple, au niveau des emplois des jeunes. Parce que la plupart, je m'arrête là, la plupart des jeunes attendent que l'État leur donne. Or, que dit le Premier ministre? Ah, mais non, c'est les privés qui doivent... encore faut-il le dire. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations selon vous, Monsieur Pombou. Qu'en est-il de vous, Maître Ben Mutter? Alors, très simple. Hein. Est-ce que les Congolais ont été convaincus? Qui a fait le sondage? Personne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'unité de mesure pour savoir si les Congolais ont été ou pas convaincus. Bon, le doyen Lucien rentre déjà dans le fond, hein, mais bon, j'aimerais juste rester sur la forme. Vous savez, le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso, c'est un intellectuel affiné, tout simplement affiné. C'est quelqu'un qui connaît véritablement la réalité de la gestion de l'État, puisque là, il est à son, on va dire quoi, il est la deuxième fois qu'il est Premier ministre, hein, je pense. Hein. Deuxième fois qu'il est Premier ministre. Et d'ailleurs, hier, avant-hier, je crois, hier, il n'a cessé de le dire, que le président de la République lui a renouvelé sa confiance. Donc, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît les méandres, qui connaît le rouage, en fait, de la gestion de l'État. Et il est tout à fait normal, quand un Premier ministre est nommé dans un régime qui est le nôtre, c'est-à-dire un régime soit semi-présidentiel ou semi-parlementaire, comme vous voulez, où il y a un Premier ministre. Le Premier ministre, lorsqu'il est nommé, il a ce qu'on appelle une déclaration de politique générale qu'il doit faire devant la représentation nationale. Et cette déclaration de politique nationale, c'est quoi? C'est finalement le programme de son action. Le programme de son action. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore parler du satisfait ou de quoi que ce soit parce que ça reste encore, pour l'instant, des déclarations. Et c'est normal dans tous les pays du monde. Lorsqu'un Premier ministre est nommé, il doit, devant la représentation nationale, faire la déclaration de politique générale, c'est-à-dire déterminer le cadre de son action pour effectivement pouvoir mettre en œuvre la vision
qui est celle du président de la République. Si j'ai fait ce petit tour de table, c'est parce que après les 12 batailles, il a désormais donc les 20 missions du quinquennat, d'où cette question de convaincre les Congolais. Est-ce que sur ce point, il a été aussi assez crédible sur cette feuille de route, car il prend quand même en exemple donc le chemin de fer réalisé et aussi l'arrière du pays qui a été désenclavé avec les routes. Pour vous, sur ce point-là, est-ce que malgré les 150 aussi projets inachevés, ces 20 mesures vont-ils porter ses fruits ? Alors, est-ce que ces 20 mesures vont-ils porter des fruits? Alors, je rejoins Maître Ben Luther lorsqu'il parle justement du fait que le Premier ministre vienne parler, exposer son plan. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits? Oui, puisqu'on a déjà des choses qui ont été amorcées. Il y a quand même 150 projets qui ont été inachevés. On parle de 150 projets qui ont été inachevés, d'autres qui ont été détériorés. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses qui ont été faites, il y en a d'autres qui ont été détériorées. Mais cela dit, il parle également du fait de reprendre justement là où on s'était arrêté. C'est-à-dire que là où les choses elles étaient arrêtées, il faut les reprendre pour partir aussi avec de nouvelles choses. Or, lorsqu'on regarde dans ce projet et également sur les 20 mesures dont il a parlé, il y a notamment la digitalisation du service public. Et ça, c'est un fait en soi, puisque nous constatons justement la construction, qui est pratiquement à 90% du data center, qui aura pour objectif de collectionner et de sécuriser également les données des Congolais. On avait le e-tax qui a été créé à l'époque en 2020 avec le ministre Calix Nganongo, et on voit déjà qu'il y avait une amorce qui a été faite, et aujourd'hui les choses se concrétisent. On peut parler également de la diversification économique avec les zones agricoles protégées, qui ont pour objectif, vous avez assisté justement à la première foire agricole qui a eu lieu au niveau du Congo. Donc on voit qu'il y a une volonté, il y a des choses qui sont déjà précursées et qui vont nous ramener justement à la réalisation et à la concrétisation de ce projet dont on parle le Premier ministre. Mais monsieur Pambou, en tant qu'économiste, professeur économiste, est-ce que le gouvernement n'a-t-il tout de même pas justement réellement les moyens de financer toutes ces ambitions, étant donné qu'il vise donc 5 000 milliards de francs CFA de recettes annuelles? Mais comment faire, étant donné que le Premier ministre a parlé pour atteindre à cet objectif-là, de pas ajouter donc d'impôts, d'avoir justement cette digitalisation et également des recettes foncières. Mais est-ce qu'avec également les réformes économiques et le nouveau code minier, on va tout de même atteindre cet objectif-là qui est quand même assez conséquent? Alors, Dani, d'abord, je voudrais répondre à Maître. Personne ici n'indexe le Premier ministre en demandant des résultats immédiats. En revanche, on peut en fait être en contradiction avec sa méthode d'exposition des problèmes. Bon, une fois ceci dit, je referme le dossier et je réponds directement à votre question. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même l'a dit. Le chef de l'État a fixé un cap. Nous sommes aujourd'hui avec un budget de 2550 milliards de francs CFA. On voudrait aller jusqu'à 5000 pour en fait répondre aux attentes. En fait, de quoi? Aux attentes du projet gouvernemental, plutôt du projet présidentiel, la vision du projet présidentiel. Sauf que même si le gouvernement de M. Koliné Makosso a fait d'énormes efforts, en effet, au niveau de la réduction de la dette, au niveau du traitement des problèmes de trésorerie, au niveau de la rationalisation des dépenses, il y a quand même des marges de manœuvre qui restent encore insuffisantes. Alors, ces marges de manœuvre qui restent insuffisantes sont liées à quoi? Et c'est là où je dis, c'est la méthode qui ne va pas dans l'explication. Le Premier ministre nous a dit hier, en effet, quand il est parlé en disant, voilà, on a réduit la partie de la dette extérieure, donc elle est de 61 à 31%. Sauf que, où tire-t-il ces chiffres? J'ai pris les chiffres de la caisse centrale, effectivement, la caisse congolaise plutôt d'amortissement. L'endettement a augmenté, il est aujourd'hui 9 227 milliards. Pourquoi cet endettement a augmenté? Donc, le Premier ministre, quand il a réfléchi, sur des chiffres avant. Il a simplement augmenté parce qu'on a lancé 2 eurobonds, effectivement, de 900 millions de dollars et 700, donc 1600 milliards, ce qui a fait augmenter la dette. Bien, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est vrai, il faut le reconnaître que le gouvernement fait des efforts pour baisser cette partie de la dette, effectivement, extérieure. Mais il y a l'autre partie qui est très très importante. L'autre partie, c'est-à-dire la dette intérieure. Alors, cette dette intérieure, c'est quoi? C'est l'argent que l'État doit, d'une certaine manière, en fait, aux opérateurs économiques. Bien. Et
quand le Fonds monétaire national dit que, oui, la dette est soutenable, ça veut dire quoi concrètement? Il n'a pas expliqué. Ça veut dire simplement que, malgré l'endettement global, le reprofilage de la dette intérieure, c'est-à-dire qu'on baisse les échéances, on transfère, on recherche d'autres créanciers, fait que le Congo peut continuer, en fait, à financer ce Congo. Mais les 5 milliards, ça voudra dire, et je termine là, que le Congo, que le Premier ministre, dans son débat d'orientation, cher maître, à l'Assemblée, dise concrètement quels sont les secteurs, en fait, socio-économiques qui vont être, en fait, coupés au ciseau au profit, bien entendu, du budget. Monsieur Mafimba, je vous ai vu réagir lorsque Monsieur Oko parlait donc de ces projets mis en avant, étant donné qu'il y a aussi les travaux d'électricité qui atteignent désormais les 800 mégawatts. Il faut souligner tout de même que le Premier ministre a dit qu'il souhaitait produire ces infrastructures, dont votre réaction, pour pouvoir atteindre donc les 4200 mégawatts. Est-ce que vous pensez que désormais, avec ces 20 mesures, le Congo aura donc cette électricité qui sera beaucoup plus... Je voulais faire un petit rappel historique. Monsieur, vous savez, Monsieur Koliné Makosso, il est là dans les rouages de l'État depuis 1998, donc pratiquement 30 ans. Et quand on entend parler, c'est comme s'il venait d'arriver à la tête de ce gouvernement. Je tiens à vous rappeler qu'un enfant de 10 ans a aujourd'hui, en 1997, lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, dans les conditions dont on sait, a aujourd'hui, disons, 30 ans. Un enfant de 20 ans à 50 ans. Ils n'ont connu que ces hommes-là. Et ce qu'il dit, quand M. Oko parlait des projets, dont l'électricité, c'est quand même très important. C'est un projet structurant. Il a parlé des data centers. Pour faire fonctionner les data centers, il faut avoir de l'électricité. Il parle de 800 mégas préconisés. Mais en réalité, lorsqu'il parle de 800 mégas préconisés, il faut souligner, je parlerai de l'incompétence, de la médiocrité. Je parlerai d'une espèce d'incohérence. Vous avez un projet structurant qui s'appelle l'électricité. Ça veut dire que vous devez prévoir la production, le transport de cette électricité et la distribution. Et lorsque je l'ai entendu parler, il dit, vous savez, nous avons produit 800 mégas, mais en réalité, on n'avait pas préconisé les questions de transport de l'électricité et de la distribution. C'est dans laquelle je parle d'incohérence et d'incompétence. Mais en réalité, je reste là-dessus. Prenons le cas de l'électricité, je reste là-dessus. Celui qui est aujourd'hui à la tête de ce ministère, M. Itoa Bruno, il était là déjà il y a plus de 15 ans, où il a échoué, mais véritablement. La preuve en est, il avait construit une usine à gaz, à Pila, plus précisément. Et cette usine à gaz s'est révélée comme étant un éléphant blanc, fermé. Je vous prends un autre exemple, toujours au niveau de la production. Le barrage d'Imboulou, dont nous avait préconisé plus de 300 mégas, qui a coûté plus de 500 milliards de francs CFA. Lucien parlait tout à l'heure de la dette. C'est le fruit du partenariat stratégique Chine-Congo. Monsieur Jean-Jacques Bouya, qui est parti prendre, moi je parle avec des preuves, qui est parti prendre d'une société chinoise qui n'avait pas l'expertise pour construire des barrages. Aujourd'hui, ce barrage, qui avait prévu 3 turbines, fonctionne quasiment au rabais. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de 800 mégas, en réalité, ça a été la construction des éléphants blancs, mais qui a enrichi les acteurs politiques. Et lorsque vous voyez M. Bouya, qui est responsable de ces éléphants blancs, lorsque vous voyez M. comment on l'appelle, Itoa Bruno, qui sont toujours au gouvernement, croyez-moi, c'est un foutage de gueule, passez-moi le terme, à l'égard des Congolais. Donc tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des annonces. Mais le plus grave, c'est quoi? Ce sont les hommes. Parce qu'il parle de 12 batailles dont il a échoué. Je reviens sur les 12 pour passer aux 20 missions. Acrobatie sémantique. Lorsque vous avez échoué sur 12 batailles, comment vous allez vous donner le courage de parler de 20 missions qui épouse trop mal étreint, c'est ça l'expression. C'est ça, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont dans une... J'ai parlé de liturgie, d'une incompétence incroyable. Et je terminerai sur une phrase. On dit quoi? Une mission, des hommes et des moyens.
Ils ont 20 missions, mais les hommes, ce sont des gens qui ont pendant 30 ans échoué, et les moyens, ils n'en auront pas parce qu'ils sont sous la coupole du FMI. En parlant justement du voilà FMI, la réalité, parce malheureusement. qu'il pointe tout de même les personnes qui disent que donc, les projets, bien même aussi les projets, le programme du FMI est un échec. Lui, justement, il le refute parce qu'il dit que grâce justement à ces échéances, cela permet d'appliquer au sein du Parlement des lois qui permettent donc de poursuivre ces projets-là. Faut-il donc y voir une certaine stabilité donc du pays grâce à ce programme-là, ou une sorte justement de colonisation, de contrainte du FMI sur le Congo? Alors, je vais revenir à votre question, mais avant tout, rappelons d'abord sur la première question, sur les 5 000 milliards envisagés. Je crois que la politique gouverner, c'est se projeter. Gouverner, c'est se projeter, d'accord? Quand on est dans l'action gouvernementale, on se projette. Ça fait 30 ans qu'ils se projettent. On se projette, peu importe. L'action politique, c'est difficile. L'action politique dépend des circonstances. L'action politique dépend des circonstances, s'adapte. Elle est évolutive, l'action politique. Et donc, oui, atteindre 5 000 milliards, c'est peut-être ambitieux, mais ce n'est pas irréaliste. C'est pas irréaliste. Et d'ailleurs, il a expliqué. Ce n'est pas réaliste si, à mon sens, 3 leviers, par exemple, essentiels de l'État sont réunis. Par exemple, l'élargissement de l'assiette fiscale. Il parlait effectivement du fait que l'impôt foncier au Congo, quasiment personne ne le paye. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi des ressources qui échappent en fait tout simplement. Les oligarques du régime. Qui échappent à l'État. On est d'accord? Qui échappent à l'État. Et lorsque vous regardez dans le programme du président de la République, le premier point, quand il parle des ressources additionnelles, oui, des ressources additionnelles, il met là en avant cette question-là, parce que c'est de l'argent qui est perdu, qui va gratuitement comme ça. Et il y a aussi la lutte contre la corruption, par exemple, la lutte contre la corruption, ou encore des exonérations abusives qu'on accorde parfois à un certain nombre d'entreprises. Donc l'idée, c'est d'encadrer toutes ces choses-là. Très proches des gens du pouvoir, il faut le préciser. Peu importe, mais la volonté, lorsqu'on dénonce ces choses, ça veut dire qu'on en a pris conscience. On en a pris conscience, maintenant, il faut encadrer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez, je crois que ça doit être même le premier pays, je dirais même quasiment en Afrique, qui ait pu mettre en place quand même un ministère dédié au contrôle de l'action de l'État. Même si la question au niveau de la faisabilité de la pratique peut se poser, mais il y a déjà une volonté. On a la haute autorité de la lutte contre la corruption. Même si dans les faits, il y a encore des critiques à opérer, mais il y a déjà une volonté de réformer. Et puis enfin, il y a la question de la numérisation, par exemple, des régies financières. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, je ne sais pas, payer votre passeport, vous payez les 50 000 comme ça, on espère. Vous n'êtes même pas sûr si cet argent ira dans les caisses de l'État. Quand un policier vous verbalise, vous payez comme ça, vous n'êtes même pas sûr que ça ira dans les caisses de l'État. Donc la priorité, et il a dit le Premier ministre, c'est de digitaliser l'administration, c'est de digitaliser les régies financières. Donc ce sont là des moyens qui peuvent aider à ce que l'État puisse atteindre cette ambition-là. Et parmi les moyens, le FMI en fit-il, faut-il poursuivre avec eux? Aujourd'hui, le Congo est déjà crédible au niveau des bailleurs de fonds internationaux. Aujourd'hui, la crédibilité, on a eu des eurobonds qui ont rendu le Congo crédible. Aujourd'hui, le Congo peut à nouveau faire des emprunts. Donc le Congo est totalement crédible aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et ça, c'est grâce à l'effort du Premier ministre. Quand il arrive, le rebond signifie qu'on va fixer le taux, mon cher Doyen. L'économiste vous explique. Il est là, l'économiste, et je parle sous le contrôle de l'économiste. Le fait d'avoir obtenu ces eurobonds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux sera fixé en fonction de la puissance économique du pays.
Donc c'est ce qui n'est pas négligeable. Ça, il faudra Plutôt de ça, la prime de risque, Bon, cher la prime de maître. risque. Ben Bah, oui, très bien bien. sûr. Est-ce que c'est... Et le risque est élevé. Et le risque est élevé. Mais non, c'est pas mauvais, maître. Bah, très bien. Mais Mais je il y a une reviendrai crédibilité là-dessus. ou pas sur la scène internationale maintenant au niveau des bailleurs de fonds? Maintenant, oui, puisqu'il y Très a bien. effectivement. Maintenant, oui. Et ça, au on met niveau à de la dette l'actif, intérieure. on doit le mettre à l'actif du Premier ministre. Rappelez-vous, quand il arrive, on a un PIB, notre Bien sûr, dette oui. dépasse les 100% du PIB. Vous voyez, quand il arrive, il fait un effort de le réduire. Aujourd'hui, il est aux alentours de 96-95%. Non, 92. 92 d'ailleurs, vous voyez. C'est Donc très précis. il a fait des efforts qui sont considérables, qui sont notables. Et donc ce n'est que normal que le FMI puisse reconsidérer aujourd'hui le Congo comme un véritable La partenaire, fiscalité, il un faut dire partenaire une sérieux. chose sur la fiscalité. Une chose sur la fiscalité, La ensuite on va mobilisation parler des Congolais. ressources, en une seule phrase. Oui. Ceux qui demandent aux Congolais de payer les impôts ne sont pas exemplaires. Vous savez, les ministres congolais sont payés à la main. Les ministres congolais, on paye à la main. On amène un sac dans un bureau, on lui donne les millions. Les Je n'ai pas les députés, preuves, mais bon. j'ai travaillé dans un ministère. Je voyais comment Ah, on payait vous mon étiez ministère. payé comme ça Oui, Et vous avez accepté ça? Malheureusement. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Je suis C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ok. Les députés et les sénateurs congolais sont payés à la main. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils disent. Sur les questions, il a parlé tout à l'heure de la dette. La dette, je vous lis. Le stock de la dette publique de la République du Congo s'est établi à plus de 9 000 milliards de francs CFA au 31 mars 2026. Selon le bulletin statistique publié par la CCA, la Caisse congolaise d'amortissement. Ce qui est grave. Ce niveau représente une progression de 3,16% par rapport aux 8 000 milliards de francs CFA enregistrés fin décembre 1995. En réalité, C'est 11%. un glissement annuel, le stock total est passé de 8 000 milliards à plus de 9 000 milliards, c'est-à-dire un an plus tard, une hausse de 11%. Beaucoup plus. Ça veut dire ce qu'il a dit, c'est du mensonge d'État. Et si on avait une commission d'enquête au niveau du Parlement, ce monsieur aurait pu se mettre devant les parlementaires pour exiger un audit de la dette congolaise pour ne Mais pas je pense tomber. qu'il n'a jamais pour nié ne le pas fait que la tomber. dette Je termine, est en hausse. Mais- Il a pas nié. Non, mais On est mais d'accord. C'est pour dire que Il n'a pas nié. pour La ne pas dette, elle est tomber. là. Tu parlais de projection, non? Oui, c'est la Le projection. jour que nous arriverons à la tête de cet État, j'espère que Dieu nous fera grâce, nous allons demander un audit, on risque de tomber dans la même situation que le Sénégal, Le Sénégal. parce qu'il y a des En dettes tout cas, cachées c'est- dans ce pays. C'est un constat. On va passer désormais au deuxième volet, donc la vie quotidienne des Congolais après cette prise de parole. La vie des Congolais va-t-elle changer? Car durant cette interview-là, la question de la santé a été plus précisément abordée. Le Premier ministre est tout de même conscient des sacrifices que font les Congolais d'aller se soigner à l'étranger, et il appelle donc aux Congolais de payer au Congo plutôt qu'à l'étranger. Mais n'y a-t-il pas aussi d'autres solutions qu'il faudrait mettre en place? Vous, Monsieur Oku, en tant que travailleur social, qu'avez-vous pensé sur cette prise de parole de dire aux Congolais soignez-vous ici plutôt que dépenser votre argent à l'étranger? Alors d'abord, la première des choses, il faut souligner une chose, que la question de la santé est une chose très importante au niveau de la République du Congo. Il est vrai que de nombreux Congolais sont Vous êtes sûr de confrontés- ça, monsieur Oku? Bien sûr, je Allez-y, sais de quoi allez-y. je parle. Et donc du coup, de cette réalité même, il est important de souligner que le gouvernement a fait des efforts et doit encore en faire davantage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On a vu notamment les nouveaux hôpitaux, en tout cas qui répondent aux normes. On a vu l'hôpital de Sibiti qui a été construit, on a vu également l'hôpital de Patra Ngoyo, on a vu l'hôpital de Direct, etc. Mais 50% de la population congolaise n'a pas accès aux soins. Mais j'y arrive, Madame Dalini. Et d'ailleurs, on regarde, pour ceux qui sont notamment au Congo, on pourra parler justement des travaux qui sont réalisés, notamment au niveau du CHU au Congo. Alors, aujourd'hui, il y a un véritable problème, il faut l'admettre. Le problème, c'est aussi la déontologie. Il y a un véritable problème de la déontologie, c'est-à-dire qu'on va avoir des médecins ou encore des aides-soignants qui ont un certain nombre de comportements qui n'est pas apprécié, notamment au niveau de la population. Alors, est-ce que le gouvernement, lui, au niveau des infrastructures, fait des choses? Oui, nous pouvons le constater, qu'il y a énormément d'infrastructures qui ont été mises en place. Mais pourquoi est-ce que les Congolais préfèrent-ils aller parfois se soigner à l'étranger? Alors, la question n'est pas une question de compétence, parce que les Congolais sont très compétents. On a des chefs de service qui ont étudié à l'étranger, etc. Mais cependant, il y a des
des traitements que l'on ne trouve pas au Congo. Je prendrai l'exemple, par exemple, en ce qui concerne la radiothérapie. On n'a pas de radiothérapie au Congo. On n'en a absolument pas. Et donc, du coup, ceux qui sont atteints du cancer sont obligés d'aller à l'étranger pour se soigner. Comment répondre à ce problème? Et aujourd'hui, ce problème-là est en phase d'être solutionné. Pourquoi? Parce qu'il y a une salle de radiothérapie qui va être construite justement, c'est en travaux actuellement pendant que je vous parle, qui est en train d'être construite au niveau de la République du Congo pour amortir justement ces problèmes majeurs que nous connaissons liés aux évacuations sanitaires. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de traitements au niveau de la République du Congo pour que les Congolais ne puissent pas aller se soigner à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est amorcé et j'ose espérer que ça ira encore plus loin pour que les Congolais puissent avoir accès à la santé pour tous, comme ça a été le projet du président de la République. D'ailleurs, face à cela, il y a aussi une politique de recrutement de plus de 4000 jeunes ces dernières années formés à Cuba. Est-ce que vous pensez que justement ces jeunes reviendront par la suite aussi avec cette nouvelle déontologie, cette mentalité pour soigner les Congolais? Très bonne question, madame. Rappelons déjà que le problème de la santé, du système sanitaire de manière générale, du système de santé, au Congo, est, à mon sens, un peu comparable à celui de l'électricité, par exemple. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que souvent, l'État met en place, met des moyens, construit des infrastructures. Et le problème se pose souvent au niveau même de la gestion de ces établissements. Parce que je rappelle, et vous m'excuserez parce que en juriste que je suis, les hôpitaux au Congo sont considérés comme des établissements publics, c'est-à-dire qui ont une autonomie de gestion. Ça s'appelle la décentralisation fonctionnelle, qui ont une autonomie de gestion. L'État donne des moyens. Mais quand vous allez dans ces hôpitaux-là, vous voyez, vous regardez les moyens que l'État a mis en place, a donné des subventions, et ce qui se fait, vous allez voir qu'il y a un véritable écart. Il ne faut pas toujours tirer sur le gouvernement. C'est comme aussi au niveau de l'électricité. D'ailleurs, le Premier ministre l'a rappelé, qu'il y a un problème de gestion interne au niveau de cette société, qui est une société privée dans un établissement public. Vous voyez? Donc, il ne faut pas toujours jeter l'anathème sur le gouvernement. Le gouvernement construit des infrastructures, le gouvernement met en place des moyens, mais seulement ceux qui sont en charge de gérer... Qui les nomme, maître? Qui sont en charge de gérer ces infrastructures, souvent commettre beaucoup de maladies. Il y a une vraie mégestion. Oui, vous allez me parler sur la question de l'impunité. Oui, qui les nomme? Bien entendu, ils sont nommés par le pouvoir en place, par des autorités. Très bien. Mais pourquoi on ne les sanctionne pas? Là, c'est aussi une question qui doit se poser. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis lorsqu'il y a une mauvaise gestion, etc. Ça, c'est une réalité. Vous imaginez que le cas, par exemple, de l'électricité, quand vous allez à Brazzaville et à Pointe-Noire, parce qu'on parle du problème de l'électricité souvent à Brazzaville, à Pointe-Noire, de l'arrière-pays, vous étiez avec nous, vous avez vu que tout est électrifié, tous les villages, vous étiez témoins, vous avez vu. Et 24 heures sur 24, vous avez vu. Et donc, au niveau de Brazzaville, de Pointe-Noire, vous avez certaines zones, certains quartiers où vous avez l'impression que c'est là-bas que les ténèbres se donnent rendez-vous tous les jours. Vous voyez? Donc, il n'y a même pas d'électricité. Et la santé, c'est un peu du même acabit. Mais le problème vient souvent de la gestion de ces hôpitaux, du personnel en charge. Et mon frère ici, M. Oko, épinglait le fait, mettait l'accent sur la déontologie. Vous allez par exemple au CHU, voyez, vous êtes en situation d'urgence, vous êtes là en train de croupier, personne ne vous prend en charge, alors que vous êtes aux urgences, personne ne vous prend en charge. Est-ce qu'on doit frapper sur l'État ou on doit frapper sur le personnel? Ça aussi, il faut faire cette nuance-là. Mais l'État a mis en place des moyens. Oui, alors, des hôpitaux sont en construction. Maître, soyons sérieux. Quand on vous écoute, on a l'impression que le pauvre gouvernement doit être exempté de toute erreur. Non, c'est parce que je dis. En tout cas, c'est parce que je dis. Alors là, vous interprétez mal. Je prends un exemple très précis. En tout cas, il y a eu des étudiants congolais en médecine qui ont été envoyés à Cuba. Exact. Quand ils sont rentrés, ils ont dû se mettre en grève pour certains d'entre eux parce qu'ils ne trouvaient pas d'affectation.
Alors pour que, certains d'entre eux. oui, mais alors que 80% sont toujours au chômage. Sont toujours au chômage. Alors qu'on nous a présenté. J'ai même des noms. Les hôpitaux sont en construction, mais ils y c'est seront pas- affectés. Ils y seront affectés. Mais il faut aussi saluer le fait qu'ils aient été envoyés en formation. Oui, bien sûr. Mais Est-ce que ça, là, ils ont été envoyés en formation? Il n'y a pas de problème. Mais la projection, c'est ça. Envoyer des jeunes ça fait se faire longtemps former, qu'on envoie les ils jeunes en reviennent, formation. Ils reviennent, même s'ils ne sont pas immédiatement intégrés, Ou il y ne a des sont pas structures très qui sont bien en construction. utilisés. Laissez parler Ils Monsieur seront Pambou, utilisés. désormais. Oui, Quoi qu'il je en soit. reviens sur ce qu'a dit M. Oko. Bien sûr, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Bon, dans ces hôpitaux, on s'attendait à avoir des plateaux techniques de première ou dernière génération. Qui existent. Bien, vous voyez. alors, qui existent, mais sauf que qui ne sont pas utilisés de façon très efficace. Et pour quelle raison À qui la responsabilité La responsabilité, c'est au gouvernement qui impulse la politique sanitaire. La politique sanitaire, elle n'est pas privative. Ok, alors si elle est privative, comme elle est en train de le devenir, par des comportements hors marché, plutôt dans le marché, de la plupart des soignants, eh bien, ça, ces gens-là, il faut les sanctionner. Très bien. Et pourquoi le gouvernement ne les sanctionne-t-il pas? Et le gouvernement ne sanctionne pas, parce que je reviens à ce que dit mon ami Magloire, mais parce que tout le monde est complice de tout le monde. Et que certains... C'est très facile. Ça, c'est un Ah oui, mais c'est sentiment. facile. Alors, allons-y jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Le problème dans notre pays, c'est que tout ce qui est écrit sur le papier, c'est très bien décrit, mais dans la réalité, ça ne marche pas. Vous savez, les critères d'adhésion de la population à une politique, c'est 1, qu'ils soient bien soignés, 2, qu'ils aient accès aux médicaments, 3, qu'ils voient un médecin quand il le faut, 4, et après, parce que on ne mange pas une politique sanitaire, on est en fait comptable des faits qui s'appliquent à vous. C'est comme ça, le ressenti et le vrai ressenti. Sinon, ça devient du discours idéologique. Mais ce discours idéologique, c'est ce que je dis. Le ministre, en fait, le Premier ministre, il faut qu'il nous dise qu'on a changé de modèle. Comme ça, les Congolais seront instruits pour en prendre leurs dispositions. Mais on ne peut pas rester dans un discours socialisant, un verbiage socialisant, importé d'ailleurs, et avec des pratiques de marché. Ça ne va pas. C'est du mensonge. En parlant d'ailleurs sur les juste... questions Allez-y, après je vais vous poser une question sur la formation. de la santé. Vous savez, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, ce sont les indicateurs du développement humain. Je vais essayer d'être concret. Vous savez, ici, hier, je suivais, 100 décès, c'est tout le gouvernement français qui était mobilisé parce qu'il y avait 100 décès de plus. Au Congo, vous partez à la morgue du CHU, le plus grand hôpital. Madame, c'est plus de 150 cadavres qui sortent par jour. Je dis bien 150 cadavres. Pour un pays de 6 millions d'habitants, si vous voyez toutes les morgues, ne serait-ce que de Brazzaville, de Pointe-Noire, d'Olizy, on peut enterrer peut-être 500 Congolais par jour. Si ces gens-là étaient sérieux, ils auraient déclenché une alerte pour dire le système sanitaire congolais est chaotique. La preuve en est, aucun dirigeant congolais, aucun dirigeant, je pèse mes mots, ne se soigne à Brazzaville. Oui. Je finis, monsieur, vous avez parlé. La majorité des autorités meurent ici. Première chose. Deuxième chose, il me parle des hôpitaux. Un hôpital, la santé, ce n'est pas seulement les murs. C'est 1, les murs, 2, le plateau technique, 3, le personnel. Madame, vous savez, problème de priorité. Ils ont formé des médecins à Cuba. Très bien. Mais vous savez à combien paye un médecin? Si on paye un médecin, on va dire 200 000. Le sergent de l'armée, un soudard, celui qui passe plutôt à s'aimer la mort, est payé 2 fois à 300 000. Plus qu'un médecin. Comment voulez-vous que ces gens-là... Vous dites qu'un sergent passe pour s'aimer la mort, vous criminalisez... Je finis. Une manière de dire qu'il n'y a pas les priorités sur les questions telles que la santé, l'éducation. La preuve en est, on recrute plus chez nous dans l'armée et dans la défense que dans la santé et l'éducation. Mieux, regardez le budget. Quand vous voyez le décalage entre le budget de la défense nationale et le budget de la santé et de l'éducation de notre pays au Congo, c'est du double au triple. Ça veut dire quoi? Les priorités sont ailleurs. C'est un système qui est là. La santé, l'éducation, l'eau et l'électricité, ce n'est pas leur souci majeur.
en réalité, leur souci majeur, c'est la défense et la sécurité. Donc, des questions de santé au Congo, ce n'est pas la priorité de M. Colonel Makosso. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. Ça se saurait. Et mieux, il a dit quelque chose d'important. Qu'il décrète la libéralisation. Je vais être encore concret, je vais leur faire mal. Vous savez, il y a aujourd'hui, il y a un centre hospitalier à Brazzaville qui a été l'investissement de M. Junior Bongo. N'est-ce pas? C'est le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. La nuitée, l'hospitalisation, c'est au moins 200 000 par jour. Vous savez, le prix, comment on appelle ça, là, le salaire, moyen, c'est 70 000. 10 000 oui. Mais qui va dans un hôpital, lui, doit payer 200 000 francs. Mais c'est Junior Bongo, c'est le petit-fils du président. Donc vous voyez bien que c'est un système... C'est aussi le fils d'un ancien président, en même temps. C'est un système de prédation. Où je vois pas le on a pris en contrôle, on a pris le contrôle des chapitres qui tiennent à la santé, à l'éducation. Et la provenez encore, je vais encore leur faire mal. Dernier mot. Monsieur Colonel Makosso, avant de passer à l'éducation. Seul, il gère une université privée. Un conflit d'intérêts. Et il vient parler de l'éducation. Avant de réagir, monsieur Oko, parlant de... Les morgues sont privatisés au Congo. Les morgues sont privatisés. Les morgues sont privatisés. Donc personne n'a intérêt. Les morgues. Non, les morgues. Non. Mais on dit que la morgue, c'est pas... Vous pouvez pas dire que c'est privatisé. Non, mais bien sûr. Il n'y a pas de cimetière privé. Il n'y a pas de cimetière. Cimetière. Cimetière, c'est pas la mort. Ici, il y a des cimetières privés. Ici, il y a des morgues privées. Maître, on va passer à un autre sujet. Juste un fait rapidement pour juste un autre sujet pour vraiment parler au niveau de l'éducation. Du budget, du plus gros budget au Congo qui est investi dans l'armée. Mais qu'ils me disent aux États-Unis, le plus gros budget, c'est dédié à l'armée. Je l'ai comparé. C'est dédié à l'armée. C'est un autre sujet. On va passer sur le volet éducation, s'il vous plaît. On va passer au volet éducation, s'il vous plaît. On va passer très rapidement. Mais doyen, c'est vous qui avez commencé avec la comparaison, disant qu'en France... Mais je compare mon cher doyen, je veux juste répliquer sur un fait. Vous avez indexé l'hôpital qui a été construit par le fils Junior Bongo. Oui. Très bien. Mais s'il avait fait ça à l'étranger, vous aurez dit, voilà, on n'investit pas dans notre pays. Écoutez, vous dites que c'est 200 000, ça coûte cher. Très bien. Mais c'est une initiative privée. On aura l'occasion de parler. Ici en France, vous avez des hôpitaux où la nuit coûte même jusqu'à 4 000 €. Maître, tu compares les comparables. Non, mais il n'y a pas de comparable, c'est l'affaire. Ce sera un autre sujet qu'on pourra développer. Ce sera un autre sujet, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Vous aurez voulu qu'il fasse ça gratuitement alors qu'il fait des affaires. C'est pas parce que j'ai parlé de ce monsieur que vous pensez que je me suis... En tout cas, au niveau de la vie congolaise, ici qui est privé, j'ai l'hôpital public qui m'apporte les mêmes soins. C'est ce que je reproche. En tout cas, sur ce volet-là, santé, monsieur Oko, je vais rebondir sur la question des lits dans les hôpitaux. Avant de rebondir sur ce point, parce qu'on a parlé donc de la formation, et on va beaucoup le souligner, le Premier ministre avait dit qu'en 2024-2025, c'était donc l'année de la jeunesse, mais lors de l'interview, il avait tout de même dédouané un peu le manque d'emploi du coup auprès de cette jeunesse, car il dit que le privé, lui, se charge de l'emploi et que l'État mettait donc le cadre. Avant de rebondir sur ce sujet-là, ça en dit long sur le rôle du secteur privé et également du rôle de l'État. Donc l'État met juste un cadre et le privé se charge ensuite de faire le reste. On a envie de dire ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation, mais je reviendrai également sur... la question, elle est interprétée également. Oui. En 2024, on a parlé de l'année de la jeunesse. Les gens ont crié, ils ont dit, bah oui, l'année de la jeunesse, on aimerait avoir le résultat. Quand on parle de l'année de la jeunesse, c'est une projection. On se projette, on met en place les dispositifs au vu d'eux. Lorsqu'on réalise un projet, c'est-à-dire qu'on part sur la base d'analyse. On fait d'abord un constat, on analyse, on prend les problématiques et après on fait ce qu'on appelle un objectif général. Et donc on a constaté qu'il y avait besoin de mettre en place justement des formations pour ces jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'emploi notamment. On parle du FONEA, on parle du fonds d'impulsion avec le FIGA, où on a vu qu'il y a de nombreux jeunes qui ont été formés notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la mécanique, de la plomberie et autres. Ça, c'est du concret en soi. Après, est-ce que dans la même année, on pouvait justement évaluer les conséquences ou encore les résultats par rapport à cette politique-là? L'année de la jeunesse amorce pour permettre à ce que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi, mais pas que dans la fonction publique. Parce que pendant longtemps, on a voulu que l'État soit un État qui pourvoit à tout, l'État qui nourrit, l'État qui donne des emplois, et essentiellement. Et bien là,
Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, pendant les campagnes électorales, on a eu le président de la République qui a dit que les jeunes doivent se prendre en charge. Et cette phrase, on a vu que ça a été repris à plusieurs reprises, mais il a dit que le gouvernement va vous aider. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place un système justement pour accompagner les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre. Celui qui entreprend va également embaucher. Et c'est ainsi justement que les jeunes vont pouvoir se responsabiliser et sortir ainsi justement de cette vision où l'on pense que l'État doit pourvoir à tout. Mais je vais revenir sur ce que Doyen Guy Mafimba a dit tout à l'heure quand il a parlé du fait que pour un hôpital, il faut d'abord voir les murs. Qui pourvoit aux murs? C'est le gouvernement qui met les murs en place. Et les murs, il y en a. Qui pourvoit au plateau technique? C'est le gouvernement. Les plateaux techniques, il y en a. Là où on se retrouve avec une véritable problématique, c'est au niveau du personnel et également au niveau de la déontologie. Et je suis d'accord avec vous. Il faut les murs, les plateaux techniques, et ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est à cela que le gouvernement s'y est attelé en mettant les murs et les plateaux techniques. Mais cependant, on a précisé, un seul hôpital qui a un plateau technique. On a précisé, vous avez pris l'exemple, celui de Congo, par exemple. Mais également celui de Patrangoye à Pont-Noirmont. On va dire, vous avez parlé de 80% justement des jeunes qui seraient partis à Cuba et qui ne sont pas ainsi embauchés ou encore à la fonction publique. Mais là, c'est quelque chose d'assez important. Combien de jeunes d'entre eux veulent aller travailler à Sibiti? Puisqu'il y a des choses qui ont été mises en place. Tout le monde veut Brazzaville ou Pointe-Noire. Eh bien, ce n'est pas possible. Est-ce que ces 80% de jeunes d'entre eux, je ne sais pas d'où viennent les chiffres d'ailleurs, demandez-leur combien ont accepté et accepteraient d'aller habiter à Sibiti. Il y en a très peu. Et c'est d'ailleurs le même problème que nous rencontrons ici en France, notamment sur les déserts au niveau des médecins. Pourquoi? Parce que des personnes ne veulent pas aller travailler dans les provinces ou encore dans les ruralités. Et on se retrouve dans la même situation. On se retrouve dans la même situation au niveau de la République du Congo, c'est-à-dire que le gouvernement a formé et les jeunes sont revenus et tout le monde veut travailler à Pointe-Noire ou encore à Brazzaville, tandis qu'il y a des hôpitaux qui sont mis en place à Oyo, à Wisso, à Sibiti, etc. Et je m'arrête là pour l'instant. Il y a donc beaucoup d'interrogations encore sur le rôle du privé et du public sur la question de la jeunesse. Oui, bien sûr, Dalini, mais je reviens à ce que dit M. Oko. Il faut être sérieux, M. Oko. Je suis complètement sérieux. Oui, je suis sérieux. Ces jeunes qu'on a envoyés, effectivement, qui a fait une planification, une programmation, c'est bien le gouvernement. Et quand ils reviennent, on leur dit, vous êtes affectés ici, ici, aussi. Et là, c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'il y a un modèle libéral où les gens peuvent décider, voilà, j'ai été faire des études à Cuba, je reviens, je veux rester à Brazzaville. Il faut être sérieux. Mais vous voulez qu'on les oblige à aller travailler à Sibiti ou encore à Wisso? Mais alors s'ils ne veulent pas, c'est là que vous parlez de la forme de démocratie. Non, ils restent au chômage. Vous voyez, c'est très clair. S'ils sont restés au chômage, attendez. S'ils sont restés au chômage, pourquoi vous plaignez-vous alors? S'ils ne veulent pas travailler, on les met au chômage. Ils sont au chômage. Oui, mais alors. Donc c'est très bien. Alors, je continue là-dessus, effectivement. Notre gouvernement fonctionne comme si nous étions dans le meilleur des mondes. On écrit des choses qui sont absolument remarquables. Sauf que ce même gouvernement ne sait pas il est confronté à une administration incompétente, pléthorique, oui, il faut le dire, corrompu, et ce qui fait que, même s'il y a des choses qui sont bien écrites sur le papier, ça ne fonctionne pas. Vous vous êtes pas posé la question, on ne s'est pas posé la question, comme un pays qui, en fait, a énormément de ressources naturelles. On nous parle maintenant du capital humain. Parlons d'abord du capital produit et du capital reproductif. Déjà, a du mal à décoller. Et derrière les discours, on ne vit que sur le pétrole, même si on nous parle de diversification, de changement, etc. Numérisation, je passe un peu de coq à l'âne. La numérisation, alors, ils viennent de créer là un truc sur Fouta. Fouta, c'est-à-dire payer. OK, tu payes ce que... etc. Très bien. Mais le problème, c'est que ça ne reste qu'à l'état de projet. Et la digitalisation, c'est pas d'hier que ça a démarré. Depuis 2010, j'étais au ministère du Tourisme. En parlant de chômage, Maître Ben Mutter, le Premier ministre a mis en place l'objectif donc de 100 000 emplois. Les chiffres n'ont pas été encore sortis, mais il a parlé donc d'un paradigme à définir auprès de ces jeunes justement qui souhaitent pas forcément être à Sibiti ou bien dans d'autres justement parties de l'arrière-pays. Qu'en pensez-vous de ça et surtout de ce combat donc de formaliser donc les emplois informels et aussi non déclarés? Merci madame. D'abord, rappelons que l'action du président de la République a toujours été de mettre la jeunesse au centre des enjeux, tout simplement.
Et vous parlez de ces emplois. Je voulais d'abord revenir sur ce qui a été dit concernant l'initiative privée. Si vous remarquez en France, 80% des emplois sont créés par les privés. Par les privés. Le gouvernement, la fonction publique, c'est quoi? C'est que l'État, qu'est-ce que l'État fait? L'État met en place un écosystème propice à la création des emplois. C'est ça, c'est la politique, c'est celle-là. Parce qu'en France, je me rappelle d'une jurisprudence du Conseil, d'ailleurs, d'État, concernant la ville de Nanterre, qui met l'accent sur la nécessité pour l'État de favoriser l'initiative privée, parce que c'est l'initiative privée qui crée des emplois. Et le cas au Congo, c'est pareil. On a créé un écosystème avec une fiscalité allégeante. On vous a parlé du FONIA, on vous a parlé du FEGA, c'est des faits concrets, ça existe. Ça, vous ne pouvez pas le nier, ça existe. Et il y a des jeunes qui en ont bénéficié. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, dans l'économie informelle, vous allez voir que beaucoup de jeunes ont bénéficié de ce projet-là. Il y a des jeunes qui ont bénéficié de ça pour acheter des motos, etc., pour se créer des activités, Donc, on n'attend pas tout de l'État. Et même en France, le débat est sur la table. On dit qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, il faut encourager l'initiative privée. Et c'est pour cela, je n'ai pas encore terminé, c'est pour cela que en France, on encourage la création. Moi-même, par exemple, au Congo, je suis en phase de créer une entreprise individuelle. Et ça se crée à combien? 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Voilà. Il suffit d'avoir le NIU qui coûte 2500, seulement le NIU. Et ensuite, vous créez votre entreprise. C'est 25 000 francs CFA. Donc, une législation lénifiante pour permettre à tout le monde d'entreprendre. Le Premier ministre avait annoncé 100 000 emplois. 100 000 emplois. Il a déclaré qu'il en a atteint 40 000. OK. Dans les 40 000, les gens qui ont fait l'évaluation, qui vont faire l'évaluation, verront que ces emplois ne concernent pas que la fonction publique. Vous voyez, il y a aussi des secteurs privés. Pourquoi? Parce que c'est ça le rôle de l'État. Dans la fonction publique, on ne peut pas recruter 100 000 personnes en une année. Vous partagez également le modèle doctrinal est faux au Congo. Il ne dit rien. Ici, le modèle doctrinal existe. Les choses sont dites. Vous êtes sachant maître. Le sachant que vous êtes, vous savez que vous pouvez créer, grâce à des aides, des initiatives de l'État, votre propre emploi. Mais combien de jeunes Congolais n'ont pas fait d'études? Il y a eu un manque de... Il faut encore le le FONA, ça existe. Il faut le populariser. Monsieur Mafimba. Les questions d'emploi, il le disait tout à l'heure, c'est un problème de doctrinal. Oui. On n'a pas de modèle économique. Oui, c'est clair. Nous sommes dans le mimétisme. Et quand j'entends Collinet Makosso, j'ai comme l'impression d'écouter quand j'étais encore à l'école, au collège. C'est-à-dire les mêmes orientations. Jeune qu'il est, entre guillemets, il devait se dire, le Congo est où? Dans le bassin du Congo. Nous avons deux mastodontes, la RDC, l'Angola. Nous avons comme ressource, pour l'instant, que le pétrole, que nous avons gagé, d'où le FMI. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire preuve d'innovation. Lister les secteurs où nous pouvons créer des emplois. J'estime que dans l'industrie touristique, on peut créer des emplois. J'estime que dans l'économie forestière, on peut créer des emplois. J'estime que dans le numérique, parce que nous avons 3 ou 4 câbles qui passent par point nord, on peut créer des emplois. Et par rapport à ça... L'agriculture, n'oubliez pas, parce que c'est ça qui existe. J'y suis, par exemple, laquelle je suis en train de dire que je vais corriger le modèle économique que nous a proposé l'autre, qui est carrément vieillissant, il manque d'innovation. Donc tu cibles, tu ne prends pas tout, 20 missions, tout ça c'est du pipeau. Tu prends 2 ou 3 secteurs, tu dis comment je fais. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, nous avons... comment on appelle ça, une démographie qui est faible, mais on peut vendre du côté du point noir, de la RDC et autres. Du côté du numérique, le Congo peut être un back-office. Un back-office, c'est quoi? Les grandes entreprises qui sont en RDC peuvent venir installer un certain nombre de dispositifs chez nous. L'industrie touristique, nous avons les zones, comment on appelle ça, là, les parcs protégés les plus... Oui. Mais on n'y prend pas garde. Bref, tout ce qu'il a dit là, moi je suis triste de voir un monsieur qui est un jeune vieux. Parce qu'il a j'ai comme l'impression d'écouter un ancien ministre du plan à l'époque, on l'appelait Pierre Moussa, aujourd'hui secrétaire général du PCP. Il a plus de 80 ans. Monsieur Collinet Makosso, je suis de votre génération.
Allez regarder ce qui se passe, ce qui se fait comment on appelle, à Chosonko là-bas. Allez regarder ce qui se fait au Bénin. Et il y a un peu preuve. Et faites venir des jeunes qui sont brillants dans la diaspora. Il est brillant celui-là, mais malheureusement il est un peu trop encarté dans cette histoire du PCT. Et il veut réfléchir comme Pierre Moussa. Le monde a changé, mais lui il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc c'est triste. Je précise quand même quelque chose d'assez important que le doyen Guy Mafimba vient de dire tout à l'heure, que le Premier ministre doit se concentrer sur un certain nombre de choses, à savoir le tourisme numérique, l'agriculture, ou encore on peut vendre nos produits justement en RDC. Et c'est la raison pour laquelle il y a un projet, vous le savez très bien, qui ne dépend pas que du Congo, on parle du pont route rail. Oui. N'est-ce pas? Et donc on voit déjà qu'il y a, et je vais même parler du corridor 13 également. Si tu me permets. Non, laissez-monsieur Oko. Non, si je me permets, juste ça. Ça encore, c'est une lubie. Pourquoi? Le pont route rail ne peut être viable que si nous avons un chemin de fer. On n'a plus. Eh ben, dans ce cas, si vous voulez nier cela, parlons du corridor 13. Parlons du corridor 13 dont la route a déjà commencé à être bitumée pour relier le Congo avec la Centrafrique. Ça, c'est une réalité. Voire même le Tchad. Même avec le Tchad. Et donc, parlons. C'est ce que le Premier ministre appelle les routes lourdes. Alors, je ne sais pas ce qu'il a Vous savez très bien que le Congo-Brazzaville aujourd'hui, par des voies de communication, est relié à tous les. Je sais bien. Monsieur Oko, poursuivez et ensuite on va parler de la gouvernance. Je trouve assez intéressant que le doyen Guy Mafimba appuie sur des points que le Premier ministre devrait s'appuyer. En même temps, on se rend compte que le Premier ministre, cela fait partie de ses projets. Le tourisme, on a justement le musée de Luango, on a vu le musée de Luango. Non, mais j'y arrive, permettez-moi, j'y arrive. Quand on parle, permettez-moi, je vais avancer. Alors, l'agriculture, on voit les zones agricoles protégées et ce sont des choses qui s'étendent encore davantage. Ça, on a vécu le premier fort agricole qui était, la première foire agricole qui était quelque chose d'exceptionnel et les Congolais s'y sont plus et on a trouvé les productivités de chaque localité. Alors concrètement, les choses dont le doyen Guy Mafimba est en train de se plaindre, ce sont des choses qui sont concrètes. Il a listé, en parlant du numérique, on a les data centers qui sont là. Il y a l'amorce déjà de tout ce qui est dit. Donc on ne sort plus du papier. Vous dites on parle. Non, je ne dis pas. Non, je vais tout de même poursuivre. Je vais tout de même poursuivre. J'ai le sentiment que le doyen Guy Mafimba s'y est pris à son propre piège en citant les choses justement que le gouvernement met en place. Donc on se rend compte que ce que le Premier ministre a dit, ce sont des choses factuelles et concrètes qui peuvent être vérifiées et j'invite qui que ce soit à aller vérifier, notamment sur les zones agricoles protégées, sur les data centers et sur la politique justement numérique, sur le tourisme également, le projet qui est mis en place en choisissant quand même un frère que je salue en même temps au passage. Vous mettez quoi dans les zones agricoles protégées? On va revenir, messieurs. C'est très intéressant. Messieurs. Pont-rail. S'ils étaient intelligents, s'ils étaient intelligents, ils allaient projet ne dépend pas uniquement des deux Congos. C'est un projet qui est financé par la Banque africaine de développement. C'est un autre sujet aussi également. Il fallait développer ensuite. Il fallait utiliser cette argent. C'est un autre sujet de sujet parce que messieurs, malheureusement, on arrive bientôt à la fin donc de l'émission et avant de revenir un peu sur les propos, centrons-nous tout d'abord sur la question donc de la gouvernance et de la démocratie. C'était vraiment les points qui ont quand même touché au niveau de cette interview. Est-ce que vous avez trouvé que le Premier ministre donc a répondu aux attentes quand il a quand même souligné qu'il reconnaissait l'opposition présente donc au Parlement et qu'il incitait même les oppositions, notamment qui sont de la diaspora ou en exil partout, de faire alliance avec ceux qui siègent déjà au Parlement pour donc faire vivre le débat démocratique. Est-ce que vous trouvez que sur ce sens-là, il a été convaincant? Déjà, partons de ces déclarations. Cela signifie tout simplement que le Congo, c'est un pays démocratique. Là, ça vient du Premier ministre, vous voyez. Et donc, une opposition ne se fait pas dans la rue. Une opposition ne se fait pas... Elle ne se fait pas aussi également à l'étranger, comme l'a dit... Ni à l'étranger, ni sur les réseaux sociaux, ni sur quoi que ce soit. Une opposition doit exister dans les instances démocratiques, qui sont démocratiquement dédiées à cela. Donc déjà, le fait que si vous n'existez pas dans les instances de l'État, ne serait-ce qu'au niveau même municipal, vous n'avez pas d'élus, à ce moment-là, vous n'êtes pas
à mon sens, d'un point de vue démocratique, légitime, à parler au nom du peuple congolais. Voilà, ça veut dire que ce peuple-là ne vous a jamais accordé une seule confiance. Ça n'existait pas. Et donc, quand le Premier ministre dit, c'est parce qu'il veut que le débat démocratique soit vivant. C'est parce qu'il veut qu'on cesse avec des insultes qu'on peut rencontrer parfois sur des réseaux sociaux, etc. D'accord? Et au Congo, vous le savez très bien, au Congo, ceux qui étaient en exil, et il a dit, ils sont rentrés. Personne ne les a arrêtés. Ils ne sont pas inquiétés. Ils mènent leurs activités politiques en toute tranquillité. Oui, en toute tranquillité. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas me dire qu'il y a eu un opposant qui serait rentré au Congo et qui a fait l'objet d'une quelconque arrestation. Ça n'existe pas. Donc, le Premier ministre souhaite que le débat démocratique se fasse dans les instances de l'État, que le débat démocratique qui quitte la rue vienne dans les instances de l'État. C'est là que les Congolais doivent les attendre. C'est là qu'on va produire le résultat. C'est là qu'on va être dans le concret. Ce n'est pas dans la rue. Il suffit de dire, voilà, les Congolais, levez-vous, on va mobiliser contre le pouvoir. Oui, mais vous parlez au nom de quel Congolais? Vous parlez au nom de quel peuple? Vous n'existez même pas au niveau des instances, même municipales. Vous n'avez jamais été élu, par exemple. Vous pouvez parler au nom de quel Congolais? Donc, venez dans les instances. Ceux qui n'ont pas eu cette possibilité d'intégrer ces instances-là, faites des alliances avec des partis d'opposition qui existent. Mon doyen ici présent, c'est un homme très brillant. Les Congolais ont besoin de son expertise. Et je pense que le doyen Mafimba, à l'Assemblée nationale, il va se démarquer. Il va se démarquer. Non, je n'ai pas besoin d'Assemblée, j'ai besoin de la tête du pays. Vous avez besoin du président. Bon, voilà. Vous partagez cette analyse également? Alors, cette analyse, effectivement, celle évoquée mise en place par Maître, donc poursuit le bon sens, effectivement, je dirais, ministériel. En revanche, sur la méthode, vous voyez, j'ai toujours un problème moi, avec la méthode avec les hommes politiques. C'est-à-dire que je ne leur donne pas toujours le bon sens. Tu gardes du biscuit. Toujours du biscuit politique. Le Premier ministre n'a pas à dire à l'opposition ce qu'elle doit faire. Ça, c'est la première chose. Les gens peuvent manifester, peuvent s'opposer par d'autres moyens que de participer, en fait, à des partis politiques déjà existants. Première remarque. Deuxième remarque, il a ouvert une fenêtre. C'est dans cela que je dis que le président Sassou l'antonomas devient atopos. C'est un mot grec qui veut dire qu'il devient quasiment inclassable. Si vous avez bien écouté le Premier ministre, il dit voilà, j'ouvre la porte, il y a un monsieur qu'on appelle Pierre Rebat, qui est ministre d'État aux affaires politiques. Si les partis politiques ne veulent pas rejoindre d'autres partis politiques déjà à l'Assemblée, voilà, ils peuvent s'adresser effectivement au ministre d'État en affaires politiques qui, lui, va transmettre au président de la République. Alors, cette façon de faire, qui est en fait intellectuellement séduisante, est dangereuse politiquement. C'est-à-dire qu'on contrôle la parole. Et oui, il faut le dire, il y a une volonté de contrôler la parole. Vous êtes sûr que les partis politiques d'opposition qui sont là-bas à l'Assemblée, effectivement, sont libres? Vous êtes sûr que les décisions... Le Premier ministre promet un débat d'orientation à propos du PND. Mais tout sera déjà ficelé. Et comme d'habitude, avec nos mauvaises habitudes, monsieur Oko, donc avec le bréviaire socialiste, on va suivre ce que le gouvernement va dire. Monsieur Mafimba, vous serez prêt, vous, à vous rallier à une opposition déjà présente? Le problème, c'est lequel? La nature du régime de Brazzaville. Je vous ai amené une carte. Je parle avec des preuves. C'est des statistiques faites par les ONG les plus crédibles. Il y a 4 catégories. Démocratie complète, démocratie défaillante, régime hybride et régime autoritaire. Le Congo est considéré comme un régime autoritaire. Donc, ce qui revient à dire votre question, je demande au Premier ministre un minimum de modestie. Un minimum de modestie, parce que lorsqu'il parle à ceux qui sont en exil, personne ne choisit de prendre le chemin de l'exil. Moi qui vous parle, je n'ai pas choisi de prendre le chemin de l'exil. Je lui répète tout simplement que M. Augustin Kalakala, c'était mon colistier comme porte-parole de l'opposition. Le régime de Brazzaville l'a pris pendant 6 mois, torturé. 6 mois torturé, ils l'ont déposé pour mort devant la morgue et plus de 4 mois après, il est décédé. Et il me disait, dans ses indiscrétions, lorsqu'il était torturé, mon nom était cité. Et je termine en disant à M. Collinet Makosso, il y a M. Fred Makita, un jeune qui est proche de lui, qui est en prison, délit d'opinion. Il y a M. Ghislain Ondélé, délit d'opinion, ça fait 1 mois qu'il est en prison parce qu'il a parlé des problèmes de passeport. Il y a M. Kaba
c'est votre collègue, Bob Kaven Moussouka. Une année en prison, soi-disant flagrant. Il est toujours en prison. Donc, lorsqu'on parle de démocratie, de gouvernance au Congo, je lui demande un minimum de respect et un minimum de modestie parce qu'il doit se souvenir de ce qu'a disait Soro. Soro disait, se foutait de la gueule de Blé Goudé. C'est Soro aujourd'hui qui est en exil et Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'est ça, avoir de la jugeote politique. Monsieur Oko, dernier mot, ensuite on va terminer l'émission. Alors, mon dernier mot, c'est est-ce que le Congo est un pays démocratique? Il en va de soi. On veut même inviter l'opposition à se regrouper, à se rassembler. Mais en fait, en réalité, l'opposition était capable de se rassembler parce qu'il n'a rien à proposer. Voilà. En fait, il suffit juste d'écouter l'opposition. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'indignation à s'opposer. On s'oppose à quelque chose en se proposant, en proposant des choses en même temps. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a une opposition qui se comporte tel un enfant, si c'est qui ne veut pas, je pense qu'il faut refaire une émission qui ne veut pas, en fait, c'est assez dommage au point où le Premier ministre en appelle « structurez-vous ». Mais en réalité, quand on n'a rien à proposer, quand on ne peut pas proposer aux Congolais, il y a deux opposants, Mokoko et Okombi, qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas proposé, c'est cela. Moi, je ne suis pas dans Mokoko et Okombi sont en prison parce qu'ils n'ont pas proposé. Je n'étais pas dans ce dossier pour me constituer juge. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès. C'est pas moi qui étais juge de ce procès-là. Stalinien ou normal? Mais c'est un procès. Ça, c'est un sentiment. Concrètement. Mais concrètement, l'opposition n'ayant rien à proposer, sa seule proposition, c'est quoi? C'est que Sassou doit partir. Sassou doit partir n'est pas un projet de société. Qu'est-ce qu'il propose en réalité aux Congolais? Ils n'ont absolument rien à proposer, aussi bien que le Premier ministre vient leur proposer de se rassembler pour peser un petit peu. J'ai envie de dire, l'opposition est devenue une forme d'activisme de rue sans structuration. Elle ne peut aujourd'hui, c'est donc qu'elle est inexistante. On aura l'occasion de parler justement de plus. Mais en tout cas, très rapidement, vous avez vu l'opposition qui a participé aux élections. Elle est où? Absente. On a une opposition au Congo qui est en tout cas, c'est un appel du Premier ministre de se rallier. Et l'opposition aujourd'hui au Congo est inexistante. Le Premier ministre vous appelle à vous restructurer. Et ils se plaignent quand même. Vous vous plaignez. Mais c'est quand même incroyable qu'on soit dans un pays où le pouvoir en place vous dit, écoute, finalement on n'a pas d'opposition. Restructurez-vous, on a besoin d'un débat. On aura l'occasion justement d'en débattre, de faire un... Bien sûr. L'opposition vraiment, là pour le coup, dernier mot de la fin, M. Mafimba. M. Collinet Makosso, lorsqu'il compare Denis Sassou Nguesso à David ou à De Gaulle. En tout cas, je pense qu'il n'a pas sa place. Eh bien, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, il a pas la légitimité que le président Sassou. Non, il a marqué l'histoire du Congo. La dimension de De Gaulle, c'est une insulte à l'intelligence, une insulte au bon sens. Il se prend maintenant pour David. Monsieur Collinet Makosso, raison pour laquelle j'ai perdu de liturgie. Merci beaucoup en tout cas. On arrive à la fin, on est à la fin de l'émission, messieurs. Général de Gaulle, c'est pas parce que c'est un blanc qu'il a une légitimité. C'est quelqu'un qui a connu vis-à-vis de nous les Africains. Vous savez très bien. S'il vous plaît. Ils ont commis des atrocités aussi. Ça, il faudra un autre débat, comme vous l'avez dit. Un autre débat, la métaphore, merci beaucoup, messieurs. C'est une on vous appelle à vous restructurer pour faire le débat démocratique. Merci beaucoup. En dehors de la démocratie. Je vais devoir finir l'émission, on passe l'antenne. Mais en tout cas, c'était un plaisir pour donc avoir vos 4 décryptages sur cette interview. Sur cette interview à retrouver donc sur notre antenne en replay. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à la réalisation et je vous souhaite une bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.